Bienvenue sur CivilNet. Mon invitée est Myriam Gaume, ancienne journaliste française et auteure de plusieurs livres, dont un consacré à l'Artsakh. Madame Gaume, merci d'être avec nous. Bonjour. Donc, la région du Caucase, comme on le sait, est en ébullition depuis déjà plus d'un mois et c'est une guerre d'une extrême intensité, mais aussi d'une extrême violence. L'Arménie, on est à plus de 1000 soldats morts. Quant à l'Azerbaïdjan, le pays ne communique pas ces chiffres. Pendant la première guerre du Haut-Karabakh, vous étiez sur place, vous avez documenté ce qu'il se passait sur place et vous en avez écrit un livre. Ces deux guerres sont-elles comparables? Quand je vois les images, elles se ressemblent. C'est la grande surprise, c'est-à-dire que une partie des opérations se passe en montagne et là la détermination des soldats et la connaissance du terrain est primordiale. En revanche, ce qui est radicalement différent, et l'issue de la guerre en dépend, c'est le surarmement, c'est l'intervention d'un matériel technique qui n'existait pas il y a 30 ans et qui est largement utilisé par l'Azerbaïdjan d'une manière intensive. Dans les médias internationaux, la manière dont est décrite cette guerre, c'est une guerre, selon les médias internationaux, qui semble être égale, sur un même pied d'égalité. Donc on parle de l'Azerbaïdjan, de l'Arménie qui frappe. Pourtant, il y a quelque chose qui est biaisé, c'est une déformation en soi de cette guerre, puisque, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une guerre vraiment égale entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan en termes d'armement? Dans les années 90, il y avait très peu de journalistes spécialisés sur la zone dans l'Union soviétique. Peu à peu, des reporters sont arrivés sur le terrain et ont commencé à couvrir ce qu'on appelle les républiques sœurs de l'époque. Je crois que le même problème se pose actuellement. L'Europe a été prise de court par la recrudescence du conflit et les journalistes n'étaient pas préparés. Ils se sont certainement contentés d'agences de presse américaines au tout début et ont avancé d'une manière très prudente, certainement trop prudente, en nommant la République d'Artsakh, en la nommant séparatiste, ce qui était un terme certainement significatif dans le contexte de l'Union soviétique, mais qu'il est beaucoup moins à présent. Ensuite, on qualifiait Stepanakert de ville principale du pays, alors qu'elle a toujours été la capitale au moins d'une province, de la province du Nagorno-Karabakh. Donc, peu à peu, des journalistes plus avertis, renommés, ont commencé à arriver à Stepanakert, quelques-uns plus rares en Azerbaïdjan, et disons que le traitement du conflit se fait jour. Mais actuellement, quand on suit les médias, que ce soit par exemple récemment TV5 Monde ou France 24, pour citer juste des médias français, les mêmes termes restent. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé des journalistes sur place, mais l'utilisation d'un vocabulaire comprenant séparatisme, de ville générale, continue à ce jour à être utilisé dans le vocabulaire médiatique. Est-ce que c'est une volonté au final de rester neutre? Je l'ignore parce que les règles journalistiques ne devraient pas être si prudentes, d'autant que en ce qui concerne les médias français, le président Macron a très rapidement donné le ton en donnant un point de vue sur la nature du conflit sans équivoque. Bien entendu, dans un second temps, le ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian, a rappelé la vocation de la France à être neutre dans ce conflit, ce dont il ne faut pas, je crois, se formaliser. Le langage diplomatique utilise toujours plusieurs niveaux et il est bien naturel pour espérer continuer à donner de la voix dans les négociations du groupe de Minsk, dont la France fait partie depuis 26 ans. Il est bien naturel de rappeler son devoir consenti de neutralité.
Donc ceci explique peut-être cela. Justement, parlons un peu de la France. Donc on est face à une guerre qui n'en finit pas et c'est un désastre tant humanitaire et matériel qui se poursuit. Hein. Ça se poursuit de la même manière et les Arméniens ici en Arménie se sentent seuls. La communauté internationale a mollement agi ou réagi. Mis à part la Russie, comme on venait de le dire, la France s'est un peu plus impliquée, ou en tout cas dans ce conflit. Et à votre avis, quelle est la position maintenant de la France par rapport à l'Arménie, par rapport au Haut-Karabakh? Et peut-on espérer que la France trouve ou contribue à trouver une solution acceptable pour l'Arménie? Pour la seconde partie de votre question, il est bien difficile de répondre pour le moment. Chaque voix compte, mais une seule voix ne suffit pas à la résolution d'un conflit. On le voit bien dans la période contemporaine vis-à-vis de conflits où la France est même engagée militairement. La France reste traditionnellement attachée aux pays qui ont prouvé au fil du temps leur propre attachement aux valeurs démocratiques. Donc en cela, la réputation, je dirais, de la République d'Azerbaïdjan a souffert au fil du temps d'un déficit de sympathie, c'est clair. Cela dit, l'Arménie se sent seule, mais chaque pays en guerre se sent seul, parce que c'est ainsi. Toute guerre, ça reste malgré tout la guerre des autres. Revenons un peu à la France et à sa relation avec la Turquie. Donc récemment, elle s'est un peu détériorée et les tensions ont graduellement augmenté pour différentes raisons. D'abord, est-ce que vous pourriez nous rappeler ces raisons? La dernière en cours, c'était celle avec le professeur Samuel Paty, qui a été victime. Il y a un emballement très inquiétant dans les opinions. Actuellement, c'est un danger nouveau, celui de la traînée de poudre des idées préconçues, des idées mal reçues, mal comprises. Il y a un fossé actuellement qui voudrait séparer plus qu'il n'est raisonnable les peuples, les religions, les idées, les modes d'expression. C'est un terrain terriblement dangereux et hélas, la rapidité à laquelle les groupes qui se sentent attaqués, offensés, niés, choisissent des voies de réponse d'une violence inédite, d'une violence qu'on ne pouvait pas imaginer. Il revient, je crois, aux autorités des pays de chercher un terrain de réconciliation possible, et puis évidemment à chaque individu de chercher à ne pas envenimer la violence qui n'est bonne pour personne. C'est difficile de ne pas envenimer, d'essayer de ne pas envenimer lorsqu'on a des gouvernements, des États de confession musulmane qui ont récemment appelé au boycott des produits français parce que le président français Emmanuel Macron a déclaré que les caricatures, ça fait partie des valeurs de la liberté d'expression de la France. Donc, c'est un choix souverain, c'est un choix du pays, c'est une manière de concevoir les idées de la liberté. Et pourtant, que ce soit la Turquie avec Recep Tayyip Erdogan, le président, et d'autres pays qui ont suivi musulmans, appellent maintenant au boycott de tous les produits français. Est-ce que ce nouvel événement pourrait en quelque sorte créer une séparation entre les pays musulmans et occidentaux? Est-ce qu'en ce sens, ça pourrait aussi jouer en faveur? Est-ce que ça pourrait avoir un rôle, un facteur, ça pourrait devenir un facteur favorable pour l'Arménie? Les éléments de réponse se jugent sur plusieurs temps, le temps court et le temps long. Disons que sur le temps court, le boycott économique est une arme qui a même été employée aux États-Unis quand la France s'était prononcée contre la guerre d'Irak, si ma mémoire est bonne. On avait déversé des vins français, on avait détruit des fromages français. Ça fait partie du jeu médiatique
des mouvements de pression, de lobbying. Là où ça devient beaucoup plus grave, c'est quand il s'agit de leviers religieux. Le levier religieux est extrêmement puissant. Disons que les pays occidentaux n'étaient pas, avant les attentats de New York, n'étaient pas habitués à ce que la religion soit un ferment de séparation. Une grande tolérance était... la France est très soucieuse d'une tolérance religieuse, bien qu'elle soit un pays où la religion et l'État soient séparés, et la laïcité est un élément important. La laïcité est très souvent comprise comme une absence d'intérêt pour la religion. Au contraire, c'est plutôt l'acceptation de l'expression de la religion de chacun. Il y a aussi un facteur qui fait que la chrétienté a plutôt choisi ou favoriser l'expression intime, personnelle de la religion, de la croyance, de la foi. On peut distinguer la foi et la religion. La religion d'autres pays ne se conçoivent qu'en tant que communauté, ce qui est une force, parfois remarquable, une force de persuasion, une force d'unité, mais également facteur de troubles, d'amalgame, de déferlement, puisque là aussi, vous imaginez bien qu'à 10 000 km d'une capitale parisienne, il est très facile de laver les cerveaux et de les utiliser à des fins de division. Et la division est un ferment de guerre, bien entendu. Et est-ce que ce contexte de tension avec la Turquie pourrait être favorable à l'Arménie, selon vous, du côté français? Disons que c'est un peu simple de l'imaginer ainsi. Je vous l'ai dit, je crois que plutôt que la religion et bien évidemment, il y a plus d'atomes crochus entre des valeurs chrétiennes, entre pays qui se connaissent, qui se côtoient, entre pays de culture relativement semblables. En revanche, ça ne suffirait pas, parce que ce serait une réponse, ce serait presque la même réponse que font les pays plus totalitaires, c'est-à-dire on réagit de manière épidermique, on va protéger les nôtres. Je pense, il me semble, et je n'engage que moi, que la France serait plutôt tentée, enfin serait plutôt dans son rôle en examinant l'aspect humanitaire, l'aspect d'avancement des démocraties et l'aspect des terribles disparités militaires pour appeler et pour essayer de trouver une solution viable à ce conflit qui dure à présent depuis 26 ans. Il aurait fait déjà, depuis le cessez-le-feu de 1994, plusieurs milliers de victimes. Je pense que quand on est arménien, on y pense et on le sait, chaque famille est touchée, mais il s'agit à présent de faire en sorte que ce conflit ne puisse plus jamais renaître. On a observé aussi l'implication d'élus français, pour donner quelques exemples, deux exemples, la maire de Paris Anne Hidalgo et Valérie Boyer, sénatrice des Bouches-du-Rhône, qui demandaient la reconnaissance de la République de l'Artsakh. Pensez-vous que les voix de ces politiques et aussi de certaines villes qui ont mené une action de reconnaissance de la République de l'Artsakh puissent réellement avoir un impact dans cette guerre? Bien sûr, c'est capital dans le soutien à l'Arménie et aux Arméniens, au peuple arménien. Cela ne suffira pas parce que cela peut être aussi imputé à une forme de lobbying, c'est-à-dire le lobbying qui est perçu comme négatif en Europe, si l'on compare aux leviers utilisés aux États-Unis. Il faut rappeler aussi qu'en 88, 89, 90, 92, certaines de ces personnalités étaient déjà très attentives à ce qui se passait pour l'Arménie.
Le temps va décider, et également les aspects juridiques, c'est-à-dire plus les voix se prononceront en faveur d'un respect du cessez-le-feu, d'un respect des droits à l'autodétermination des peuples d'Artsakh, tout cela comptera énormément, parce que il faudrait citer plusieurs dizaines de personnes, mais qui paraissent toutes intimement convaincus. Je crois que ça, c'est très important. C'est pas simplement quelque chose de surface. En revanche, même la proposition de loi Pupponi qui sera discutée à l'Assemblée très prochainement. Le contenu. La proposition de loi, c'est effectivement que la France se prononce en faveur de la reconnaissance de l'Artsakh au plan international et prenne la tête d'un mouvement de reconnaissance plus large. Il me semble qu'on a rappelé au début de cet échange que la France était tenue à un devoir de réserve et de neutralité par rapport à son rôle, au rôle qu'elle joue dans les négociations de paix. Donc évidemment, la mobilisation française sera perçue comme un reflet de la politique et de l'opinion générale, peut-être pas de chaque Français, mais l'opinion générale dans la perception française des termes du conflit. En revanche, ensuite, il y a un nombre incalculable d'étapes juridiques. Il y a un partenariat entre la France et les autres États de l'Union européenne. Il y a tout un tas de traités qui empêchent finalement une déclaration de façade sans sous-peser les conséquences. Mais évidemment, toutes ces déclarations comptent énormément pour, disons, ce que l'Arménie considère comme ses ennemis politiques dans ce conflit. La diaspora arménienne en France est conséquente. Il y aurait environ 500 000 Arméniens vivant en France, et depuis le début de cette guerre, plusieurs manifestations ont été menées par la communauté. Je voulais savoir, récemment, il y a eu des échauffourées pendant une manifestation justement entre les Arméniens et un petit groupe de Turcs lougris qui sont considérés comme un mouvement nationaliste et voire fasciste, qui s'en sont pris aux manifestants arméniens à coups d'armes blanches, couteaux et marteaux. Et puis le soir même à Lyon, donc c'était le 28 octobre, un groupe important de ce même mouvement d'idéologie, des lougris, des fascistes, sont sortis dans les rues le soir à Lyon et sont partis à la chasse aux Arméniens. C'est d'une violence extrême. Est-ce que vous pensez que finalement ce conflit qui est très localisé dans le Caucase, parce qu'il y a des communautés d'Arméniens et de Turcs vivant en Europe, s'est déplacé en quelque sorte en Europe? C'est hélas une tendance. Rappelons tout d'abord qu'il n'y a pas une diaspora, mais des diasporas. Il y a la diaspora historique des années 20. Je fais partie de ceux qui sont nés en France, qui sont allés à l'école de la République, qui sont imprégnés en tout premier lieu des valeurs démocratiques et de l'esprit des Lumières, c'est-à-dire mon adolescence a été bercée par les grands auteurs et les grands philosophes français. Il y a ensuite, au fil des guerres terribles qui ont secoué le monde, il y a ceux qui sont arrivés d'Iran, à la chute du Shah d'Iran, il y a ceux qui ont quitté le Liban, poussés par une guerre civile sans fin, il y a ceux qui ont quitté la Syrie, et puis il y a les plus jeunes qui, en plusieurs vagues, ont quitté l'Union soviétique, puis l'Arménie, qui économiquement devenait exsangue, qui désespérait aussi ses citoyens de trouver finalement un autre moyen d'expression que les tristes hauts faits
des groupes oligarchiques qui se sont emparés du Caucase, de toutes les républiques de l'ancienne Union soviétique, qui sont aussi l'une des plaies que traverse l'Arménie et que continuent de traverser les républiques anciennement soviétiques. Ce qui s'est passé hier est terrifiant parce que cela montre comment quelques groupes incontrôlés peuvent semer la panique et finalement retourner les opinions. Parce que il y a effectivement une sorte d'exportation des conflits qui correspond à une forme qui rappelle plus les modes d'expression terroristes que les modes d'expression politiques. Y a-t-il quelque chose à craindre ici du fait de cette exportation? Vous pouvez répéter? Est-ce qu'il y a quelque chose à craindre ici de cette exportation? Bien entendu, mais il est très difficile d'imaginer ce que la suite dira. Ces événements ont eu lieu il y a quelques heures à peine. On est jeudi matin très tôt en France. Pour le moment, ça va être d'abord l'affaire de la police qui doit pouvoir endiguer ces manifestations inadmissibles. Ensuite, si cela devait faire tache d'huile, c'est très préoccupant pour tous. On va revenir à la diaspora aussi. Comme je le disais, il y a 500 000 Arméniens vivant en France en moyenne, enfin plus ou moins. Dans quel état se trouvent les Arméniens de France face à ce conflit? Quel discours tiennent-ils? Et puis, il y a toujours eu un malaise en quelque sorte, ou une incompréhension entre les Arméniens de la diaspora et les Arméniens vivant en Arménie. Parce qu'ils vivent dans des contextes très différents, dans des villes et des cultures différentes. La guerre a-t-elle rapproché à votre avis et à quel point? Là, j'aimerais avoir plusieurs heures, mais rappelons, comme je l'ai dit, qu'il y a plusieurs diasporas, il y a les diasporas. Chacune a une part de son histoire qui n'est pas forcément comprise en Arménie même. Et puis les Arméniens d'Arménie ont leur histoire aussi et qui n'est pas comprise non plus dans la diaspora. Donc il y a quelque chose de mutuel ici, c'est pas nouveau. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est mon impression en tant que journaliste et de ce que j'observe des médias ou des différentes vidéos live directes qui se tiennent dans la communauté, c'est qu'il y a une espèce, à mon avis, d'union et qui ne fait pas de différence d'où l'on vient, mais ce qui compte, c'est d'être arménien. Est-ce que c'est quelque chose qui est ressenti fortement là-bas aussi? Est-ce qu'il y a un lien fort avec... Je suis en Arménie depuis une quinzaine de jours, donc je n'ai pas participé à ces manifestations. Simplement, elles sont beaucoup plus... Non, je parle des manifestations qui sont tenues en Europe, en France par exemple, en Belgique ou aux États-Unis. Oui, je voulais dire que ces manifestations me semblent rassembler énormément plus de monde que d'ordinaire. Certainement... la résurgence de la guerre et de sa magnitude a mobilisé plus de gens et certainement des personnes qui, en général, n'étaient pas mobilisées. Ne croyez pas que 500 000 Arméniens sont tous politisés, se sentent tous proches de la cause arménienne, des causes arméniennes et en particulier de celles d'ici. J'ignore si plus de 5 ou 10% sont effectivement des personnes qui ont voyagé, qui ont fait le chemin à l'envers vers l'Arménie. Il y a certainement parmi ceux qui ont voyagé depuis les années 80 pour des raisons diverses en Arménie, ceux-là sont plus au clair avec les rapprochements, les similitudes, les causes communes. Il y a également les membres qui appartiennent à des partis politiques et qui, eux, suivent des lignes plus traditionnelles. Il y a le CCAF, le comité de coordination des associations françaises, qui joue un rôle important pour fédérer. Il faut dire aussi qu'au fil des années, le fossé s'est tout d'abord creusé. C'est un peu une histoire d'amour déçu mutuellement parce que en Europe,
la cause première, principale, restait la reconnaissance du génocide de 1915 pour la plupart des membres actifs de la communauté. Ça paraissait très loin vu d'ici, ça paraissait, pas pour tous évidemment, les intellectuels étaient mobilisés. Le mémorial a été créé ici en 65, je crois, avant tout. Mais il y avait des problèmes de survie et d'identité démocratique qui primaient sur l'histoire. À présent, l'histoire se répète et je crois que c'est cette question-là qui mobilise les Arméniens de diaspora parce qu'elle leur parle de quelque chose qu'ils ont vécu, qu'ils connaissent. Et le fossé, comment percevez-vous vous-même ce fossé entre la diaspora et Nous, les c'est des Arméniens? incompréhensions générales, mais c'est quelque chose que les deux parties savent. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas tant maintenant les différences ou les incompréhensions, parce qu'on n'en est plus là maintenant. C'est plutôt de savoir si cette guerre a rapproché, mais elle en est à quel point? C'est-à-dire à quel point les gens se sentent proches maintenant de l'Arménie ou du Karabakh, en dehors de l'Arménie et du Karabakh. Vraisemblablement, le mouvement s'est rapproché entre les communautés. C'est difficile de dire combien de temps durera ce mouvement, mais il y a eu un élan formidable, il y a eu un appel aux dons pour la France, pour d'autres communautés européennes. L'élan est important, l'élan est très important, donc on n'abandonne pas l'Arménie. Il y a eu aussi des incompréhensions peut-être dues à des errements politiques, à des difficultés de s'identifier pleinement. Peut-être que les membres de la diaspora espéraient un pays rêvé. Or, comment des communautés qui ont été séparées pendant plus de 100 ans continueraient à se ressembler en tout point? C'est-à-dire, il faudrait pouvoir retrouver les fantasmes de ce qui a été raconté à tous les suivants. On ne parle plus de survivants du génocide, maintenant on parle des suivants, parce qu'il n'y en a plus des survivants. Donc, ce que m'a raconté de l'Arménie mon père qui est né en 1910 ne peut évidemment pas ressembler à l'Arménie soviétique, puis à l'Arménie des oligarchies, puis une Arménie qui tente de se défaire du joug de tous les pouvoirs. Donc il faut pouvoir s'identifier à l'Arménie telle qu'elle est. Donc c'est ça le plus important. Si les Arméniens de la diaspora ne peuvent pas s'identifier à l'Arménie, je dirais que c'est leur problème, tant pis pour eux. Ils passent à côté de quelque chose d'extraordinaire, d'un peuple debout, d'un peuple combattant, d'un peuple résilient, d'un peuple qui ne se laissera pas, qui ne disparaîtra pas. Merci à vous pour cette discussion. Merci à vous d'être restés avec nous et continuez à suivre CivilNet.